nous allons chercher à expliquer la résonance, qui dans son interprétation la plus générale, est à mon sens la cause de tout l'univers. Vous pensez peut-être que je vais vous fatiguer par l'exposé de formules mathématiques et de démonstrations algébriques. Telle n'est pas mon intention. Au contraire, vous verrez par la suite que la résonance peut être expliquée par un ensemble de faits susceptibles d'être compris par un enfant, auquel ces jouets mécaniques ont déjà donné une conception, si élémentaire soit-elle, du monde et du mouvement. J'ai déjà dans mes ouvrages antérieurs expliqué la résonance, mais j'estime nécessaire d'y revenir ici. Car c'est la clé de voûte de la plupart des démonstrations que je donnerai au cours de cet ouvrage. Ainsi, vous connaissez certainement l'histoire de ce monsieur qui, désirant acheter un piano, s'était rendu chez un facteur réputé. Comme on l'avait fait entrer dans une salle contenant toute une série de pianos de différents modèles, et comme le vendeur se faisait attendre, il se mit, pour essayer la sonorité de l'un d'eux, à frapper sur l'une des notes, le La. Quel ne fut pas son étonnement d'entendre ce La répercuté par tous les autres pianos. Le client croyait que la salle était particulièrement sonore et produisait des échos dans toutes les directions. Le vendeur, dès son arrivée, remarquant son étonnement, s'empressa de lui expliquer qu'il n'en était rien et que ce n'était que l'effet d'un phénomène physique bien connu, la résonance. Ce qui signifie que les cordes du La des autres pianos se mettaient à vibrer sous l'influence de la corde du premier piano, à l'exclusion des autres cordes. La résonance, qui a des causes souvent minimes, peut cependant produire des effets considérables, et même catastrophiques. Ainsi, vous connaissez peut-être l'histoire de ce pont suspendu sur la Loire, qui s'écroula un jour sous l'effet de la résonance et dont j'ai parlé dans mon livre « La Terre et nous ». Un régiment dont le poids était bien inférieur à la charge normale que ce pont pouvait supporter devait traverser ce fleuve. Au moment de s'engager sur cet ouvrage, chef-d'œuvre de nos ingénieurs des ponts et chaussées, le colonel donna à la troupe l'ordre de traverser ce pont au pas cadencé. Sous l'action rythmée du choc des pieds de chaque soldat, le tablier du pont se mit à vibrer, et à mesure que le régiment avançait, l'amplitude de l'oscillation devenait de plus en plus grande. Et cette oscillation avait même le don d'amuser beaucoup les soldats, qui n'auraient rien fait pour l'arrêter. Ils ne se doutaient pas qu'ils allaient à leur perte. En effet, la troupe n'avait pas atteint le milieu du pont que celui-ci s'effondra, et que les malheureux soldats furent précipités dans le fleuve, de sorte qu'un grand nombre d'entre eux périrent. Que s'est-il donc passé? Le pont était calculé de façon à pouvoir supporter un poids 10 fois plus élevé que celui de tout le régiment qui constituait, d'ailleurs, une charge très bien répartie. Malheureusement, les ingénieurs qui avaient fait le calcul n'avaient pas pensé à la résonance. Les pas des soldats frappés en cadence avaient produit avec la période d'oscillation du pont une résonance telle qu'elle avait décuplé la charge que pouvait supporter le tablier. C'est pourquoi il céda et s'effondra. Vous voyez, par cette simple histoire, quelle peut être la puissance des effets de la résonance. Voici enfin un autre phénomène, électrique celui-ci, que nous devons toujours à la résonance. Vous connaissez tous la TSF, qui a acquis actuellement droit de cité presque dans tous les foyers, aussi bien dans les salons les plus luxueux que dans les chaumières les plus modestes et dans la loge de concierge la plus exiguë. Or, l'on peut dire que 99% des possesseurs de postes de TSF ignorent tout des phénomènes dont le récepteur est le siège. De même que beaucoup de radiesthésistes pratiquent la rhabdomancie avec une virtuosité remarquable et obtiennent les résultats les plus extraordinaires sans savoir comment ni pourquoi. Je vais essayer d'expliquer à tous ceux qui pratiquent la TSF et qui croient que la radio est une chose compliquée et mystérieuse, le principe de son fonctionnement. Et vous constaterez que bien loin d'être un mystère, ce fonctionnement est plus simple que celui d'une automobile ou d'une machine à coudre. Vers 1892, un physicien allemand, Hertz,
travaillait dans son laboratoire pour vérifier la théorie de Maxwell sur la nature électromagnétique de la lumière et les généralisations qu'il en avait déduites. À cette fin, il utilisait toutes sortes de dispositifs pour mettre en évidence la présence d'ondes électromagnétiques. Un jour, qu'il était en train de manipuler des morceaux de miroir, il s'aperçut tout à fait accidentellement que sur certains de ces morceaux, il apparaissait des étincelles qui ne se produisaient qu'entre les bords des rayures profondes faites sur la couche d'argenture des miroirs. Il fut très surpris de ce phénomène, et comme il en recherchait la cause, il remarqua qu'une bobine de Ruhmkorff fonctionnait dans son laboratoire à quelques mètres de distance. Le fonctionnement de cette bobine produisait des étincelles lesquelles engendraient des ondes électromagnétiques qui se propageaient dans l'espace environnant. Ce sont ces ondes qui donnaient naissance, à leur tour, aux étincelles que Hertz observait dans les bords des rayures qui se trouvaient sur les miroirs qu'il manipulait, la surface argentée jouant le rôle de condensateur électrique. Il eut alors l'idée de courber un fil de cuivre de manière à en rapprocher les extrémités jusqu'à une fraction de millimètre de distance. Tandis que la bobine fonctionnait, il observa également la formation d'étincelles. C'est à ce petit dispositif qu'on donna par la suite le nom de résonateur de Hertz. Naturellement, Hertz fut très surpris de cette nouveauté et publia à son sujet des études théoriques devenues classiques depuis. Vous voyez comment un hasard de laboratoire peut être le point de départ d'une grande découverte, dont la portée considérable peut échapper même à son auteur. Hertz n'a donc pas eu, à l'époque, la moindre idée que cette expérience constituerait par la suite la base d'une découverte considérable, non seulement celle de la TSF, mais encore de la télévision, de la radiobiologie et de toutes les branches de la science qui utilisent les radiations électromagnétiques. Ainsi, ce circuit ouvert entre les extrémités duquel jaillissait une petite étincelle et qu'on appelle le résonateur de Hertz, c'est toute la TSF. Passons maintenant à une expérience de laboratoire très simple que nous faisions il y a une quinzaine d'années, à l'époque héroïque de la radio. Nous placions sur une table une bobine avec un enroulement de 100 mètres de fil électrique isolé, formant un certain nombre de spires, par exemple 300. Dans une autre pièce voisine, nous mettions une autre bobine comprenant exactement la même longueur, c'est-à-dire 100 mètres de fil, et le même nombre de spires, soit 300 également. Eh bien, lorsqu'au voisinage de la première bobine, nous produisons une étincelle quelconque, nous entendions le crépitement de cette étincelle dans un casque téléphonique relié, par l'intermédiaire d'un détecteur, à la seconde bobine dont la longueur d'onde était la même que celle de la première. Ce qui veut dire que la première bobine se trouvait en résonance avec la seconde, d'où ce bruit formidable que nous entendions au casque, même à plusieurs centaines de mètres de distance. Mais si dans une de ces bobines, nous supprimions seulement quelques spires, la longueur d'onde de chaque bobine n'étant plus la même, la résonance n'existant plus, on n'entendait plus rien. Vous voyez la simplicité de la TSF. Mais à la découverte de Hertz, la science a apporté des perfectionnements considérables. Par exemple, pour produire le rayonnement de l'énergie électromagnétique, au lieu d'étincelles, on emploie actuellement des lampes découvertes par l'américain Lee de Forest, et qui servent aussi à la réception, pour amplifier des millions de fois les effets produits par ces rayonnements venant de très loin. En outre, on a appliqué des condensateurs variables, à plaques entrant les unes dans les autres, sans se toucher, et permettant par leur déplacement relatif d'augmenter ou de diminuer la longueur d'onde pour trouver la résonance du poste que vous cherchez sur votre récepteur. En définitive, si vous voulez entendre un poste émetteur travaillant sur 300 mètres de longueur d'onde, ce qui correspond à 1 million d'oscillations par seconde, vous devez accorder votre récepteur de façon qu'il soit susceptible d'osciller électriquement sur cette même fréquence d'1 million d'oscillations par seconde. C'est la résonance électromagnétique. Pour concrétiser cet exemple, considérons, à présent, si vous le voulez bien, une station d'émission, soit celle de Rome, dont l'antenne, en raison de l'accord des circuits électriques qui y sont accouplés, c'est-à-dire des bobines qui les composent, émet sur 420 mètres de longueur d'onde. En un point quelconque, même à plusieurs milliers de kilomètres de distance,
vous pourrez recevoir l'émission de ROM sur un appareil récepteur que vous accorderez sur cette onde de 420 mètres au moyen de son condensateur variateur et vous entendrez alors nettement les concerts donnés dans cette ville. Tournez alors légèrement le bouton de ce condensateur vers la droite par exemple, l'un des groupes de lames rentrant davantage dans l'autre augmente la capacité et par suite la longueur d'onde. Vous n'entendrez plus ROM, mais Lögenberg sur l'onde de 472 mètres. La musique italienne aura fait place à la musique allemande. Pourquoi ? Parce qu'en rapprochant ou en éloignant les lames du condensateur, vous changez la longueur d'onde et au lieu de 420 mètres, vous en avez 472. Il y a donc résonance sur 472 mètres seulement et vous écoutez le poste qui fonctionne sur cette longueur d'onde, à l'exclusion de centaines d'autres qui marchent en même temps. Il va de soi que le mécanisme de l'accord dans les postes modernes de TSF est un peu plus compliqué que cela ne ressort des exemples que nous venons de donner, notamment dans les postes dits super hétérodynes ou à changement de fréquence, mais le principe en reste toujours le même. Vous constatez donc quelle est la simplicité des principes de cette TSF, qui semblait si mystérieuse à la plupart d'entre vous. Eh bien, pour la radiesthésie, qui vous paraît non moins mystérieuse, nous vous donnerons un peu plus loin des explications analogues qui, grâce à la résonance, vous en feront facilement saisir le mécanisme.